Lorsque vous voyez quelqu'un pour la première fois, une des premières informations que vous percevez est sa taille. Est-il ou elle de taille moyenne, plutôt grande ou petite? Même si vous ne vous faites pas la réflexion, que vous le vouliez ou non, vos yeux ont capté cette information et l'ont transmise à votre cerveau. Que cette information soit consciente ou inconsciente, on va analyser dans cette vidéo comment et à quel point notre taille influence-t-elle notre vie sociale. Vous allez voir que des études ont révélé des faits étonnants sur l'impact de la taille dans nos rapports sociaux. Et on va commencer par le cliché que l'on a tous en tête. Dans les relations hétérosexuelles, les femmes sont plus attirées par les hommes grands. Eh bien, cette idée est effectivement confirmée par des sondages et des études scientifiques. On a un premier sondage qui a interrogé des jeunes adultes de 15 à 20 ans sur le portrait physique du conjoint idéal. Alors, pour les hommes, 47% d'entre eux ne rêvent pas d'une femme plus grande, mais l'accepteraient. Alors que pour les femmes, 50% mentionnent la grande taille comme caractéristique principale du conjoint rêvé, et 70% des femmes refusent l'idée même de former un couple avec un homme plus petit qu'elles. Les motifs qui sont donnés par celles qui refuseraient un conjoint plus petit sont la peur du ridicule, le sentiment de protection ou bien le désir d'être dominé. Genre t'as le mec parfait mais il fait 2 cm de moins que toi, ah bah non c'est mort, c'est mort, t'es parfait mais tu fais 2 cm de moins. Bref, ça c'est quand on interroge les 15-20 ans, mais peut-être que c'est différent pour les autres tranches d'âge, on espère. Et une étude réalisée par l'INSEE en 2001 évalue le pourcentage d'hommes en couple par rapport à leur taille et par tranche d'âge. Parmi les hommes de 20 à 29 ans, 47% de ceux qui mesurent plus d'1m80 sont en couple, contre seulement 41% de ceux qui mesurent entre 1m70 et 1m80. Bah, il y a encore une différence. Par contre, parmi les 30-39 ans, 75% de ceux mesurant plus d'1m80 sont en couple, et également 75% de ceux mesurant entre 1m70 et 1m80. Alors là, une hypothèse serait peut-être que lorsque nous grandissons, nous nous rendons compte que la taille n'est pas un critère décisif dans le choix de notre conjoint, et nous avons sûrement moins peur du qu'en dira-t-on. Cependant, toujours d'après cette étude, seulement 60% de ceux dont la taille est inférieure à 1m70 sont en couple. Merde, encore raté. Outre les interprétations liées aux normes sociales ou aux sentiments ressentis en présence de personnes plus grandes évoquées plus tôt, une autre idée a également été étudiée. Cette idée serait que la taille n'est pas un critère discriminant pour la mise en couple en elle-même, mais par ce qu'elle représente. La taille, elle fonctionnerait comme un indicateur de l'avenir professionnel et du statut social d'une personne. Alors ça paraît bizarre, mais vous allez voir que de nombreuses recherches ont étudié ce lien potentiel entre la taille et la réussite professionnelle. Allez, on commence cette partie avec une étude de 2020 qui a analysé des données économiques provenant de plus de 3500 adultes chinois et a constaté qu'à chaque centimètre de hauteur supplémentaire, on observait une augmentation de 1,3% du revenu annuel d'une personne. Alors là, imaginez qu'avec votre taille, vous gagnez 30 000 € par an. Eh bien, d'après cette étude, à chaque centimètre que vous feriez en plus, vous gagneriez 390 € en plus par an. Donc je te laisse faire le calcul. Si tu mesures 20 cm de plus que ce que tu fais maintenant, t'imagines l'oseille que tu te fais en plus par année. En France, Nicolas Herpin indique dans son article intitulé « La taille des hommes, son incidence sur la vie en couple et la carrière professionnelle » qu'il existe une différence de taille entre les milieux sociaux. Les cadres supérieurs et les professions libérales mesurent en moyenne 1m77, soit 3,2 cm de plus que les ouvriers ou les exploitants agricoles. Cette étude rejoint l'enquête réalisée par Malcolm Gladwell, auteur du livre Blink, selon laquelle, en 2005, 58% des PDG des entreprises qui figuraient au classement Fortune 500 mesuraient plus de 1m83. Ce classement établit la liste des 500 premières entreprises américaines, classées selon leur importance et leur chiffre d'affaires. Or, il écrit que seulement 15% des hommes aux États-Unis en 2005 dépassaient cette taille. Pourquoi je vous parle uniquement des hommes ? Parce qu'en 2005, il n'y avait que 9 femmes à la tête d'une des 500 entreprises américaines les plus importantes. Les choses ont un tout petit peu évolué depuis, puisqu'elles sont 52 en 2023. C'est fou, Rien que ça montre qu'on est encore très loin de l'égalité homme-femme. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, je consacrerai sûrement une vidéo entièrement dédiée à ce sujet très prochainement. Enfin, une méta-analyse, donc une démarche statistique combinant les résultats d'études indépendantes, a été effectuée sur le sujet. Cette méta-analyse regroupe 45 études traitant de la taille et du salaire. Ses conclusions sont qu'il existe en effet un lien entre taille et succès dans la vie professionnelle. La taille était également significativement et positivement liée au revenu dans chacune des études sur le revenu, en tenant compte du sexe, de l'âge et du poids. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour des personnes de même âge, sexe et poids, celles plus grandes ont en proportion un meilleur salaire. Enfin, on a le frérot Omer Kimi, prof associé à la faculté de droit de l'université de Haïfa, qui estime que ce phénomène trouve ses origines dans l'histoire du règne animal. Alors je le cite, « Si vous êtes grand, vous serez à la tête du groupe. Depuis toujours, nous percevons la taille comme un marqueur de force et d'autorité. » Ouais, enfin ça c'était il y a longtemps le règne animal. On a quand même un peu évolué depuis, non ?
Ah bah non, pas tant que ça en fait. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'avant 2010, vous ne pouviez pas être policier ou gardien de prison si vous faisiez moins d'1m60 ? Bref, on voit à travers ces études que notre taille a une incidence sur notre réussite professionnelle. On va maintenant étudier comment notre taille impacte notre comportement quotidien. On va étudier ici un cas concret qui, je suis sûr, va te parler. Tu marches tranquillement dans la rue, il y a un peu de monde, et là, une personne marche dans la direction opposée et arrive en face de toi. Alors là, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se produire. Soit tu vas te décaler pour laisser passer la personne, soit la personne se décale et te laisse continuer sur ta trajectoire, soit vous êtes tous les deux pas très malins, aucun se décale et vous rentrez dedans, dommage. Soit vous vous décalez tous les deux mais dans la même direction, et ça va entraîner une situation très gênante. Eh bien, figurez-vous que des chercheurs ont étudié s'il y avait un rapport entre la taille d'un individu et le fait de se retrouver dans ce type de situation. Ces chercheurs ont placé des complices de différents âges, sexes et tailles dans la rue et ont étudié le comportement des piétons entrant en interaction avec eux. Dans la première étude schématisée ici, ils ont choisi un passage étroit où seule une personne pouvait passer. Les résultats ont montré que les individus plus grands avaient plus de chances de prendre le pas lorsqu'ils entraient dans le passage étroit. Cet effet était indépendant du sexe et de l'âge perçu. Donc ce que ça veut dire, c'est que si t'es plus grand que la personne qui est en face et qu'il y a un passage où une seule personne peut passer, eh ben tu vas plus généralement prendre le pas et passer devant le passage et la personne en face va attendre. Dans une étude de suivi, les chercheurs ont observé comment les piétons réagissaient à des complices de taille différente dans une rue commerçante animée. C'est la situation que je décrivais au début, qui va s'écarter lorsqu'on arrive en face. Ils ont montré que les piétons étaient plus susceptibles de céder le passage aux complices plus grands, et ces derniers étaient moins susceptibles de rentrer en collision avec les piétons. Et cette tendance était valable aussi bien pour les complices hommes que femmes. Par contre, il a été montré que les piétons hommes étaient moins susceptibles d'entrer en collision avec des complices femmes que hommes. Non, bah c'est ça, nous les mecs, on est galants. S'il y a une demoiselle en face, on s'écarte. Ah, par contre, s'il y a un mec en face, compétition directe. Enfin bref, dans la troisième étude, les chercheurs ont évalué une autre mesure comportementale. La distance sociale adoptée par des personnes lorsqu'elles passaient près d'un individu inconnu dans un espace confiné. Donc ici, on a un poteau qui scinde la rue en deux, et on a le complice de ce côté. La question c'est, est-ce que les gens vont faire le choix de passer du côté où il y a le complice, au risque de se retrouver très proche de lui, ou est-ce qu'ils vont choisir de dévier de leur trajectoire pour s'assurer un espace plus confortable? Et là, les chercheurs n'ont pas vraiment réussi à mettre quelque chose en évidence, et ils pensent que ça vient de leur design expérimental. En fait, le complice, il est de dos, et il regarde son téléphone, donc il n'y a pas de confrontation directe entre le complice et les passants qui arrivent dans ce sens-là. Ça c'est aussi intéressant, ça veut dire que quand il n'y a pas de confrontation directe, quand on ne se regarde pas dans les yeux, pas forcément dans les yeux mais t'as capté, la taille ne rentre pas en jeu dans le choix de dévier de sa trajectoire ou non. Donc en résumé, les résultats de cette étude suggèrent que la perception de la dominance associée à la taille peut nous influencer dans notre comportement quotidien. Et ça peut à son tour affecter l'estime de soi des individus. C'est le sujet qu'on va traiter à travers une dernière étude. Cette dernière recherche, elle examine le lien entre l'insatisfaction à l'égard de la taille et la solitude chez les adolescents dans 2 lycées en Chine. Là où l'étude se démarque, c'est qu'elle ne prend pas comme variable d'étude la taille des lycéens, mais leur insatisfaction vis-à-vis de celle-ci. Par exemple, on peut être d'une taille tout à fait normale et pas en être satisfait, parce qu'on aimerait être encore plus grand, mais au contraire, on peut être d'une taille jugée anormale, mais s'en satisfaire totalement. Rien à foutre. Tu fais 1m60, tu fais 1m50, tu fais 2m40, si t'en es satisfait, tant mieux mon frérot, si tu le vis bien. Ma frérotte aussi. Mais voilà, là, c'est pas la taille en elle-même qui a été prise en compte, mais c'est l'insatisfaction à l'égard de sa taille. Et cette étude a révélé une corrélation entre l'insatisfaction à l'égard de la taille et la solitude chez les adolescents. Les auteurs de l'étude écrivent que les adolescents insatisfaits de leur taille peuvent ressentir des sentiments d'infériorité et d'anxiété sociale, ce qui les rend moins confiants et plus anxieux dans les situations sociales. Et ça peut conduire à une exclusion volontaire des interactions sociales et, par conséquent, à une sensation accrue de solitude chez l'adolescent. Par contre, ils ont montré que contrairement à l'insatisfaction à l'égard de la taille elle-même ne prédit pas l'anxiété sociale. Et ça a renforcé leur interprétation selon laquelle les perceptions négatives de la taille par les adolescents et l'anxiété sociale qui en résulte sont des facteurs contribuant à leur solitude. Donc en résumé, votre taille n'affecte pas votre solitude. C'est l'interprétation que vous en faites qui en est un facteur. Et ce sera d'ailleurs le mot de la fin de cette vidéo. Que vous soyez de taille petite, moyenne ou grande, ne soyez pas insatisfait de votre taille. Nous vivons malheureusement dans une société où l'apparence physique compte. Non seulement parce qu'elle influence la façon dont les autres réagissent envers nous, mais aussi parce qu'elle influe sur la manière dont nous percevons nous-mêmes. Mais les écarts que j'ai pu évoquer dans cette vidéo, ils sont souvent minimes. Et ce qui jouera surtout, et heureusement, ce sont toutes vos autres qualités, votre personnalité, et surtout l'estime que vous avez de vous-même. Alors soyez fiers de qui vous êtes, de vos potentielles différences face à la norme,
et vous montrerez aux personnes qui vous jugent au premier regard que vous êtes bien plus que ce qu'ils pensent. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, que tu as appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à compléter aussi ce que j'ai dit parce que j'ai fait une revue de littérature non exhaustive sur le sujet. J'ai sélectionné les études qui me semblaient pertinentes et qui sortaient un peu du lot. Donc n'hésite pas à me dire si tu as des infos en plus. Moi, je t'ai mis tous les liens des études que je cite en description. N'hésite pas à t'abonner aussi parce qu'il y a du contenu qui va arriver sur cette chaîne. Donc si tu veux rien rater, abonne-toi. Et je te dis à très vite. Allez, ciao!